Bonjour à toutes et à tous, ici Judith et aujourd'hui je viens vous proposer un nouveau portrait d'actrice dans la lignée de celui que j'avais fait il y a quelques temps sur Winona Ryder. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un parcours bien différent, même s'il est très complémentaire et surtout très impressionnant, puisqu'on va parler de l'incontournable Natalie Portman. Pourquoi Natalie Portman? Eh bien, au-delà de son simple talent et de la simple richesse de sa carrière, la comédienne est, à l'heure où je parle, à l'affiche du dernier film de Todd Haynes, May December, dans lequel elle donne la réplique à Julianne Moore. Le rôle de Portman dans ce film fait écho aux thèmes les plus prégnants et les plus profonds de sa filmographie et invite à se retourner sur le chemin parcouru depuis son enfance de star. Ouais, Natalie Portman est une excellente actrice, mais est-ce qu'elle s'est crachée du feu nucléaire? Je ne pense pas. C'est pourquoi je prends le relais pour vous parler de notre partenaire à la plateforme de SVOD Filmo et plus spécifiquement de leur grosse exclue de ce mois, Shin Godzilla. Et ouais, Minus One, dont je vous avais vanté les mérites, cartonne à travers le monde. Mais la sortie de Shin Godzilla est également un événement, notamment parce qu'il s'agit du film précédent. Il faut bien se dire que le film est sorti en 2016 au Japon, et que ça fait donc plus de 7 ans qu'on attend une sortie en France. Voilà, tout vient à point à qui sait attendre, je ne perds pas espoir pour le 4K de Brandon. C'est d'autant plus inespéré qu'il s'agit, à mon humble avis, du meilleur film Godzilla après l'original. Voilà, j'assume. C'est une super production hyper radical et un vrai film d'auteur au premier sens du terme, puisque les cinéastes Hideaki Anno et Shinji Higuchi se sont complètement réappropriés le roi des monstres. Et ce n'est pas étonnant, puisque le premier est connu pour Neon Genesis Evangelion, et le second a supervisé les effets spéciaux de la dantesque trilogie Gamera Heisei, entre autres. Ensemble, ils ont conçu un Godzilla à la fois hyper contemporain et quasi métaphysique, cette fois-ci moins une conséquence de la bombe A que de la catastrophe de Fukushima. Le danger nucléaire ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, et le vrai antagoniste du film, ce n'est plus l'individu, mais l'administration. La mise en scène volontairement hyper alambiquée appuie cet aspect, en écrasant ses personnages dans l'enfer bureaucratique, une sorte de contrepoint à la puissance de destruction en permanente évolution de Big G. Et oui, rassurez-vous, il y a aussi de sacrées scènes de destruction dans Shin Godzilla, puisque c'est le premier film de la franchise à laisser tomber la Suitmation pour des effets spéciaux numériques, et les mecs se sont fait plaisir, avec quelques plans apocalyptiques magnifiques, a fortiori quand il utilise son fameux souffle atomique, ici encore une fois assez symbolique. La séquence du souffle de nuit est potentiellement ma scène de destruction de masse préférée ever, avec cette musique absolument magnifique et cette esthétique qui marque la rétine. Bref, c'est sur Filmo en exclu dès maintenant, aux côtés d'autres classiques et films contemporains. Pour en profiter, c'est simple, vous avez 2 semaines d'essai gratuits, puis un abonnement à 6,99€ par mois sans engagement. Encore mieux, avec le code ELFilmoForever, vous avez droit à un mois gratuit. Et on dit quoi, Godzilla? De petite prodige à étudiante intellectuelle puis à femme engagée, Natalie Portman semble avoir eu un parcours exemplaire depuis le début, aussi bien à la ville qu'à l'écran. Le truc, quand on est une star, et surtout quand on grandit devant les caméras, c'est que même sa vraie vie et sa vraie personnalité deviennent un personnage et une représentation. Parce que malheureusement, à Hollywood, c'est comme ça que ça marche. Et pour réussir l'un, c'est mieux de réussir l'autre aussi. Avec une image impeccable et une carrière extrêmement variée, traversée par la patte de nombreux grands réalisateurs, Natalie Portman semble être le parfait prototype de la star féminine américaine qui aura su se maintenir dans le temps sans faire de faux pas. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette façade finalement très lisse? Alors que le rôle qu'elle tient dans May December, celui d'une actrice un peu trop zélée et pas très morale, semble se moquer de son propre travail et de sa propre image, plongeons un peu dans la stratégie Portman qui semble être l'une des seules qui fonctionne durablement à Hollywood. A priori. Comme dans toute success story idéale, celle de Natalie Portman commence dès l'enfance. Devenir star trop vite, à Hollywood, c'est une épreuve dont peu de gens se relèvent. En effet, à part quelques exemples de carrières qui ont réussi à se maintenir après une heure de gloire précoce, comme celle d'Elizabeth Taylor, de Christian Bale ou Kristen Stewart, beaucoup de parcours d'enfants stars se sont soldés par des déboires avec l'alcool ou les drogues, ou tout simplement par des enchaînements de rôles beaucoup plus rares et beaucoup moins importants. Natalie Portman est peut-être l'exemple le plus immaculé d'un parcours qui a fonctionné comme sur des roulettes de A à Z, et pourtant, au départ, c'était pas évident que ça marcherait aussi bien pour elle. Alors oui, elle est née dans un milieu plutôt aisé et intellectuel, avec des parents qui sont partis d'Israël quand elle avait 3 ans pour s'installer aux États-Unis, où ils lui ont donné accès à autant de culture que la jeune Natalie pouvait en demander. La petite fille va au cinéma, au théâtre, prend des cours de danse, bref, la future actrice est déjà une première de la classe dans l'âme, et elle a les armes pour ça. Elle est d'abord remarquée pour devenir mannequin, mais elle préfère devenir actrice.
Car oui, à seulement 10 ans, Nathalie sait déjà très bien ce qu'elle veut. Alors si je dis que c'était pas évident que ça fonctionnerait bien pour elle, c'est parce que, comme vous le savez sans doute, elle a commencé sa carrière en 94 devant la caméra de Luc Besson avec le film Léon, aux côtés de Jean Reno et Gary Oldman. Et alors je vais pas épiloguer sur ce que je pense de Besson ou de son cinéma, déjà vous pouvez le deviner à ma tête, et en plus c'est pas le sujet. Mais c'est que ce réalisateur qui aime découvrir de jeunes talents féminins ne leur offre en général qu'un tremplin très limité dans le temps. Par exemple, malgré le reste de sa carrière, Milla Jovovich n'aura jamais autant fait parler d'elle qu'à l'époque du 5e élément. Idem pour Anne Parillaud dans Nikita, pour Rie Rasmussen dans Angela ou Sacha Luss dans Anna. Alors vous allez me citer des Scarlett Johansson et des Louise Bourgoin dans les commentaires, mais je parle bien d'actrices ayant débuté ou ayant été révélées chez Tonton Lulu. Il y a plein de raisons parfois normales et parfois pas très normales du tout pour expliquer ça, mais en tout cas, Nathalie Portman est le seul nouveau talent découvert par Besson qui va faire mieux par la suite. Et encore heureux, parce que unpopular opinion, mais Léon, même au-delà de la controverse, c'est quand même super nul comme film. Voilà, 50% des commentaires sur cette phrase. Bref, on réévoquera ce cas particulier après, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est que le film a propulsé Nathalie Portman sur le devant de la scène. L'année d'après, en 95, la jeune actrice apparaît cette fois-ci dans Hit, célèbre thriller de Michael Mann, dans lequel elle tient le rôle secondaire, mais crucial, de la fille d'Al Pacino, rien que ça. Je ne vais pas tout citer, mais en quelques années, la très jeune actrice tourne aussi pour Tim Burton dans Mars Attacks et dans La menace fantôme de George Lucas, premier épisode de la prélogie et du grand revival de Star Wars, à savoir l'une des plus grosses sagas de l'histoire du cinéma. Donc avant même sa majorité, Nathalie Portman tourne dans des tas de longs métrages, dont plusieurs sont réalisés par les metteurs en scène les plus en vogue de l'époque. C'est balèze, mais ce qui est encore plus balèze, c'est que contrairement au phénomène que j'avais pu décrire dans la vidéo sur Winona Ryder, eh bien c'est que pour Portman, ça s'arrête pas. Le seul point noir, dans un premier temps, c'est qu'elle met du temps à retrouver des premiers rôles après Léon, et que même dans Closer entre adultes consentants de Mike Nichols, sorti en 2004, où elle redevient tête d'affiche, elle partage le casting à part égale avec d'autres stars. Disons qu'il faut attendre V pour Vendetta en 2006 pour que Portman porte enfin réellement un gros film sur ses seules épaules. Ce thriller réalisé par James McTeague et écrit par les sœurs Wachowski est une sorte de pamphlet antifasciste grand public qui marquera la jeune génération de l'époque. Nouveau pari réussi pour Portman qui sort de l'univers Star Wars dans lequel elle jouait une belle princesse et qui s'investit ici dans un rôle encore plus politique et aussi plus adulte. Bref, dès la première moitié de sa carrière, ce qui frappe, c'est la diversité de ses rôles et des genres de films dans lesquels elle tourne. Il y a du thriller, du western, de la comédie romantique, de la science-fiction, du drame intimiste, du film historique. La comédienne donne l'impression de s'appliquer à cocher toutes les cases d'une carrière complète et à jouer sur le plus de tableaux possible. Ce qui permet de continuer à l'imaginer dans tous les types de films possibles et de ne jamais la catégoriser. De même, si elle joue dans Star Wars, elle tourne aussi chez Amos Gitaï ou Milos Forman et privilégie toujours les productions qui l'intéressent d'un point de vue artistique, plutôt qu'en fonction de leur retentissement auprès du public. C'est pourquoi on la verra dans My Blueberry Night de Wong Kar-wai, dans À bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson, dans Brothers de Jim Sheridan, jusqu'à ce que le sacre arrive avec Black Swan, bien sûr, en 2011. Et oui, encore une occasion pour moi de citer Winona Ryder dans cette vidéo qui n'est pas consacrée à Winona Ryder. Black Swan, c'est un film réalisé par Darren Aronofsky, à l'époque déjà connu pour Requiem for a Dream, The Fountain ou The Wrestler. Un projet que le réalisateur et l'actrice souhaitaient faire ensemble depuis longtemps et qui a mis du temps à se monter, mais qui, avec son histoire de danseuse classique qui doit affronter ses démons pour atteindre la perfection, rapporte enfin un Oscar à Nathalie Portman. Et oui, l'Oscar, cette statuette qui vaut ce qu'elle vaut sur le simple plan artistique, mais qui change réellement la manière dont est perçu un interprète à Hollywood, et lui apporte tout de suite une street cred précieuse, et c'est utile quand on veut être autre chose dans l'œil du grand public que la meuf de Dark Vador. Le personnage de Nina a tout de la performance à Oscar, notamment telle qu'elle commençait à être conçue dans les années 2000, à savoir l'incarnation d'un rôle physiquement exigeant, faisant montre soit d'une transformation physique, soit de la maîtrise d'une discipline compliquée, soit encore d'un mimétisme confondant avec une personne ayant réellement existé. Il y a qu'à voir, en 2004, Charlize Theron a l'Oscar pour sa transformation en Aileen Wuornos dans Monster. En 2005, c'est Jamie Foxx qui est récompensé pour s'être glissé dans la peau de Ray Charles. En 2006, c'est Philip Seymour Hoffman devenu Truman Capote et Reese Witherspoon devenu June Carter Cash. En 2007, c'est Forest Whitaker en Idi Amin Dada et Hélène Mirren en Reine d'Angleterre. En 2008, c'est Marion Cotillard qui met le maquillage sur le devant de la scène avec la môme, et ainsi de suite. D'ailleurs, l'année où Nathalie Portman remporte la statuette, Colin Firth gagne la sienne pour avoir interprété George VI et adopté son bégaiement dans Le Discours d'un roi, et Christian Bale est récompensé pour son rôle dans The Fighter, film pour lequel il accomplit de nouveau l'un de ses fameux amaigrissements. Plus tard, en 2016, on peut citer Ryan Gosling qui sera couronné pour sa performance dans La La Land, la com ayant largement mis l'accent sur son apprentissage du piano pour le film. Bref, les Oscars aiment récompenser des aspects que, personnellement, je trouve parfois un peu gadget, si impressionnant soit-il,
mais qui viennent se greffer au simple fait de jouer la comédie. Donc, quand Black Swan offre à Portman un rôle pour lequel elle a dû s'entraîner intensément à la danse classique, chose qui a été beaucoup mise en avant lors de la promo du film, pour lequel elle transforme sa voix et ses attitudes pour jouer une fille plus jeune qu'elle, vulnérable et torturée, forcément, ça met dans le mille. Et quand je dis tout ça, c'est absolument pas une critique. J'ai adoré le film à sa sortie, et d'ailleurs je l'adore toujours. Je trouve Portman excellente dans ce rôle. C'est juste qu'il a vraiment le fameux côté performance à Oscar qui sonne très calibré selon les règles d'Hollywood pour choper les récompenses. Mais voilà, 17 ans après avoir fait ses débuts au cinéma, l'actrice n'a jamais arrêté sa course et a même décroché le Saint Graal, devenant par la même occasion le parfait exemple du parcours idéal d'une enfant star et d'une star tout court. Et depuis, les choses vont bon train, Portman continuant de se diversifier dans les genres et dans les types de production, étant tour à tour Mighty Thor chez Marvel, mystérieux love interest chez Terrence Malick, héroïne de science-fiction chez Netflix ou reproduction parfaite de Jackie Kennedy chez Pablo Larraín. Pablo Larraín Oui, Pablo Larraín. Et tout ça sans connaître, a priori, pour l'instant, de baisse de régime comme en subissent de nombreuses actrices à son âge, surtout quand le public a commencé à les aimer très jeunes. En plus ça va et plus Portman prend les choses en main, puisque dès 2009, elle a même commencé à produire des films dans lesquels elle joue. Ou pas d'ailleurs, de Sex Friends à Jane Got a Gun ou Orgueil et préjugés et zombies. Bon alors ok, on a compris, Nathalie Portman c'est l'actrice parfaite, avec une carrière parfaite, aucun reproche possible. Elle essaye tous les genres, tous les formats de production, elle est oscarisée, elle n'a aucune casserole, tout ça pour arriver aujourd'hui avec un film comme May December qui porte un regard assez cynique sur l'image qu'on peut se faire de Nathalie Portman et qui se moque justement beaucoup de ce que peut être un ou une interprète très consciencieuse, très bonne élève et intello comme elle. Est-ce que c'est prendre un risque ou est-ce que c'est une manière de montrer au contraire qu'elle est tellement solide qu'elle peut sans souci afficher une telle critique de ce qu'elle est? C'est bête à dire, mais vraiment, des parcours aussi exemplaires et intéressants, c'est vraiment rare dans le monde du cinéma. Et je trouve qu'avec ce film en particulier, Portman arrive à un tournant très intéressant de sa carrière. Alors, maintenant qu'on a fait le constat de ce joli tableau d'honneur, on va essayer de comprendre pourquoi Nathalie Portman se maintient si bien. Quelles sont les stratégies derrière le parcours d'une actrice peut-être pas si affranchie que ça pour pouvoir si bien s'en sortir dans le monde ultra codifié d'Hollywood. Une énième fois, je vous renvoie à la vidéo sur Winona Ryder pour comprendre que les écarts de conduite sont difficilement pardonnés aux actrices dans ce milieu, donc c'est pas anodin si Portman est là où elle est aujourd'hui dans le paysage cinématographique. Bon, tout au long de la carrière de cette comédienne accomplie, il n'y a pas que les films. Il y a aussi, et c'est inévitable quand on vit et surtout quand on grandit sous les projecteurs, l'image qu'on va renvoyer, créée et façonnée auprès du public. Comme je le disais, en 30 ans, Nathalie Portman s'est essayée à énormément de genres et de types de rôles différents, ce qui lui a permis de ne pas être identifiée à un rôle trop saillant toute sa vie, chose qui est rare pour les gens qui jouent dans Star Wars, et de ne pas être catégorisée comme actrice de drame ou de comédie, d'action, etc. Par ailleurs, Nathalie Portman raconte elle-même qu'elle est avant tout attirée par les rôles qui ne lui ressemblent pas, et qu'elle est mal à l'aise quand elle se reconnaît trop dans un personnage. C'est pas forcément conscient, mais de cette manière, elle évite de trop brouiller la frontière entre sa propre image et ses personnages, et garde donc une sorte de distance plus saine entre la manière dont sont reçus ses films et la manière dont elle est perçue, elle, en tant que personne. Et en tant que personne, justement, elle est plutôt perçue comme une intellectuelle. Parce que oui, en parallèle des tournages qui ont rythmé sa vie durant sa jeunesse, Portman a poursuivi ses études, je rappelle qu'elle vient d'une famille très cultivée, et mieux que ça, elle a même été admise et diplômée à Harvard. Entrer à Harvard, ça va souvent avec le fait d'être issue d'un milieu aisé, on est d'accord, mais ça reste une université très sélective et qui est synonyme de parcours brillant et d'élèves au taquet du taquet. Pas facile de mener de front des études aussi exigeantes et une carrière ciné aussi riche et intéressante. Et ajoutons à ça que, de manière volontaire ou non, Nathalie Portman a su soigner ses apparitions au cours des ans. Lors de l'avant-première de La Revanche des Sith, le dernier Star Wars dans lequel elle apparaissait, elle est arrivée sur le tapis rouge avec un crâne rasé, complètement assumé. Une coupe spécialement requise pour le tournage de V pour Vendetta qui avait lieu à l'époque. Là où des tonnes, et je dis bien des tonnes d'actrices et d'acteurs portent des perruques ou autres moumoutes sur le tapis rouge, Portman choisit de saisir l'occasion de bousculer l'image de l'actrice qui joue la jolie reine à la chevelure bouclée, à l'avant-première même du film. Ça paraît anecdotique, une coupe de cheveux, mais à ce genre d'événement, pour un film aussi gros, où le look des stars, et notamment des jeunes femmes, est scruté des pieds à la tête, le fait que la jeune première et fantasme de tous les nouveaux fans de Star Wars se pointe en mode sortie de prison, c'est pas rien non plus. D'ailleurs, elle n'hésite jamais à faire preuve d'autodérision, une qualité importante, surtout quand on est un peu la première de la classe et qu'on a toujours bon en tout. Et donc elle participe notamment à 2 sketchs du SNL qui ont énormément de succès en 2006 et plus récemment en 2018. Dans ces 2 sketchs, elle rappe en se donnant une fausse image d'énorme rebelle et en se moquant ouvertement de son propre personnage. Bon plan pour devancer d'éventuels détracteurs et pour continuer à avoir bon sans pour autant donner l'impression qu'on se prend au sérieux. Et puis en plus, c'est vachement marrant.
Quelques années après Star Wars, si on prend son discours des Oscars, Nathalie Portman change encore de registre et apparaît cette fois-ci très émue et surtout très enceinte. Après la déconnade, voici venu le temps des responsabilités. Et là aussi, elle fait mouche. Évidemment, je ne nie pas une seule seconde qu'elle a calculé sa grossesse pour émouvoir le public des Oscars, mais en soi, c'est un symbole assez fort. Elle est récompensée pour le film sur le tournage duquel elle a rencontré son mari, Benjamin Millepied, qui était le chorégraphe de Black Swan. Et si l'histoire n'était pas encore assez belle et parfaite, voilà que le couple attend un heureux événement, au moment même où ils se trouvent couronnés pour le film qu'ils ont fait ensemble. Disons que ça tape très fort dans le genre tableau bien occidental, bien American Dream, bien paillette qu'Hollywood aime voir. Nathalie Portman, c'est une actrice accomplie et travailleuse, mais aussi une intellectuelle qui sait tout faire, une femme heureuse en couple, et en plus, qui va sûrement être une incroyable maman. Cela dit, pour vous dire à quel point les tableaux parfaits ne sont parfois qu'une question d'image, à l'époque de la promotion de Black Swan, la doublure de Nathalie Portman, la danseuse classique Sarah Lane, a pas mal râlé sur le fait que son travail de danse dans le film était énormément minimisé pour faire croire que Portman avait effectivement fait la plupart des scènes de danse toute seule. Aronofsky et Benjamin Millepied ont juré sur tous les toits que oui, Portman avait dansé au moins 80% des scènes montées dans le film, tandis que Sarah Lane a assuré que c'était impossible et que c'était son corps qu'on voyait à l'écran la plupart du temps. Difficile de savoir exactement, mais pour les Oscars, ce qui compte, c'est de vendre absolument la théorie de la performance individuelle. Et pour vous dire si Portman sait soigner ses interventions, comme par hasard, elle est peut-être celle qui s'est le moins exprimée sur le sujet, histoire de faire profil bas. Et oui, c'est tout un art. Bref, depuis que cette espèce de pinacle a été atteint, Portman fait tout pour montrer que justement, les Oscars et les bébés, ce ne sont pas les seuls sommets qui existent. Et elle s'illustre dans beaucoup d'autres domaines. Au-delà de sa casquette de productrice, elle s'est engagée dans différentes causes comme le droit des animaux, le droit des femmes, la pauvreté, etc. Beaucoup de sujets qui lui ont toujours tenu à cœur et dans lesquels elle s'investit d'autant plus maintenant que sa voix porte particulièrement. En 2020, elle cofonde une équipe de football féminin, le Angel City Football Club, dont elle suit attentivement les progrès depuis. Bref, que des trucs cool et encore là, je vous la fais très très courte. Est-ce que j'ai dit aussi qu'elle avait tourné dans 2 clips de Paul McCartney? Non. Il y a trop de trucs, on s'y perd. La seule chose qu'on finit par retenir, c'est que Nathalie Portman, c'est la meuf qui assure partout où le commun des mortels se mange des murs, et même là où les autres célébrités ne gèrent pas du tout aussi bien qu'elle. Tout ça, c'est un savant mélange de talent, de culture, de discrétion, d'humour, de bonne communication, d'élégance, mais aussi d'un certain classicisme. Alors voilà, il n'y a pas que les films en eux-mêmes qui font une grande actrice, en tout cas pas celle-ci. Parce que Nathalie Portman, c'est une sorte d'institution en elle-même, l'actrice et la femme victorieuse par excellence. Personnellement, je me suis longtemps arrêtée à ça, la concernant, et elle m'a beaucoup fait l'effet de quelqu'un de très propre, très sage, très travailleuse, etc. Mais du coup, aussi très lisse, pour ne pas dire, pas forcément très passionnante. Vous aussi peut-être. Eh ben, figurez-vous que j'ai changé d'avis. J'ai commencé à changer d'avis il y a quelques temps déjà, mais ma nouvelle impression est largement confirmée par May December, donc, qui est décidément un commentaire assez passionnant de sa propre carrière, et on va y revenir. Pour comprendre ce que je trouve de si passionnant dans son parcours, je pense qu'il faut déjà revenir sur ce que Portman a révélé au sujet de Léon il y a quelques années. Alors elle n'a pas critiqué ni le film ni Luc Besson, au contraire. Ses engagements restent plus prudents que ça, on va dire. Mais en 2018, lors de la marche des femmes organisée dans la suite du mouvement Time's Up, visant à dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, elle prend la parole. Et elle raconte une anecdote que vous connaissez peut-être, et qui est assez horrible, selon laquelle, après la sortie de Léon, elle aurait ouvert sa toute première lettre de fan alors qu'elle avait 13 ans, et cette lettre était donc celle d'un homme lui disant qu'il rêvait de la violer. Comme elle le raconte, c'est loin d'être une simple anecdote, parce que le fait qu'elle prenne conscience dès son tout premier courrier d'admirateur à seulement 13 ans que des hommes pouvaient projeter ce genre de fantasme sur elle, ça va déterminer beaucoup de choses dans sa carrière. Léon a un scénario qui, malheureusement, était forcé d'attirer ce genre de psychopathe parce que le film raconte une histoire d'amour platonique entre un homme et une petite fille, mais le personnage de Portman cherche à séduire celui de Jean Reno, et dans la version originale du script, il y avait une scène de sexe entre les deux personnages. Encore une fois, pas étonnant, vu que le film s'inspirait de l'histoire vaguement légale que vivait à l'époque Luc Besson avec la très jeune Maïwenn Lebesco. Je vais pas revenir là-dessus, vous connaissez. Là où c'est important, c'est que suite à ça, Nathalie Portman va faire très attention à ne pas endosser de rôle qui la sexualiserait trop, ou qui demanderait de tourner des scènes de nu. Et encore une fois, c'est malheureux, mais poser ces bases-là, à Hollywood, quand on est une jeune fille et bientôt une femme, et qu'on rentre tout pile dans les critères de beauté de l'industrie, ça veut dire se brider vraiment pas mal. C'est aussi une manière de montrer qu'on sait ce qu'on veut, et qu'on peut assurer à l'écran et conquérir la planète sans rentrer dans le jeu parfois un peu malsain de la sexualisation abusive des personnages féminins, mais c'est aussi se priver de tourner des scènes intimes qui peuvent être
d'être aussi belle qu'intéressante, ou s'éloigner de projets passionnants. En tout cas, c'est un gros parti pris auquel elle va se tenir pendant longtemps, et si ça ne lui a pas mis de bâton dans les roues parce qu'elle a su y faire, il n'empêche que ça a forcément façonné sa carrière d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que c'est intéressant, parce que sa carrière si parfaite, si on se penche dessus, on s'aperçoit qu'elle s'est beaucoup construite en creux de choses qu'elle n'a pas faites. Alors pour différentes raisons, mais en tout cas des raisons extérieures à elle. Au-delà de ce sujet de la sexualisation, je pense aussi au fait que, malgré le succès rencontré très jeune, Natalie Portman a mis du temps, beaucoup de temps, avant d'avoir l'occasion de réellement porter un film sur ses épaules. Encore une fois, c'est un problème qu'on avait déjà abordé avec Winona Ryder, mais certaines actrices sont parfois les égéries de toute une génération, des stars avec des revenus et un pouvoir immense, mais auxquelles l'industrie du cinéma refuse de consacrer un film. Je veux dire par là qu'il aura fallu donc attendre, comme je le disais, V pour Vendetta en 2006, c'est-à-dire 12 ans après Léon, pour que Natalie Portman soit le rôle principal d'un gros film. Avant ça, elle a fait beaucoup de second rôles, et on pense même à Cold Mountain, dans lequel elle a un personnage vraiment assez anecdotique, décroché grâce à Mike Nichols, qui épaulait un petit peu sa carrière à ce moment-là. Alors que la meuf était littéralement la reine Amidala dans Star Wars, à la même époque. We must do something quickly to stop the Federation. Et même après V pour Vendetta, elle a essentiellement partagé la vedette, et pas toujours la meilleure part, avec d'autres stars, surtout sur les gros films. Et ça dure encore aujourd'hui, hein. Il n'y a qu'à voir la manière dont son personnage est évacué sans autre forme de procès dans Thor 4. Alors d'un côté, je pense que ça fait partie des choses qui l'ont aidé à évoluer de manière relativement sereine et constante à Hollywood. Le fait de ne pas avoir à assumer toute seule l'enjeu de la réussite d'un film. Mais on en revient toujours au même problème, qui est qu'une femme à Hollywood, même quand c'est la meilleure, et même quand elle est oscarisée, et même quand elle est productrice, elle aura beau tourner avec les plus grands réalisateurs du milieu et être adulée à travers la planète pour des œuvres qui auront marqué la pop culture, ce ne sera jamais acquis pour elle d'être la locomotive de ces films. Bon, ça c'est un constat, mais ce que je trouve passionnant, c'est que Natalie Portman parle en réalité de tout ça, à travers ses choix de films. Aujourd'hui, alors qu'elle fait la promotion de May December, elle revient sur le fait que beaucoup de ses rôles sont axés sur la performance et le fait de jouer un personnage. De manière non exhaustive, on peut penser par exemple à La Menace Fantôme, où elle interchange son rôle de Padmé et d'Amidala avec Keira Knightley, à Closer, dans lequel elle joue une stripteaseuse qui ne révèle jamais sa véritable identité, à Black Swan évidemment, Jackie, le biopic qui ne révèle jamais rien sous la façade ultra contrôlée de son personnage, Vox Lux, dans lequel elle est une star de la chanson qui jongle entre ses démons personnels et son image publique, et donc évidemment May December, dans lequel elle est une actrice qui étudie le personnage de Julianne Moore pour mieux l'incarner à l'écran. Évidemment, ça trahit une petite obsession pour les thèmes de la performance, de la représentation et du contrôle. Portman le dit elle-même en interview d'ailleurs, elle trouve que c'est un sujet passionnant à étudier, notamment à travers les personnages féminins, parce qu'elle estime que les femmes sont énormément amenées à être en représentation au cours de leur vie et à jouer le rôle qu'on attend d'elles. Dans Black Swan, cette nécessité d'être absolument parfaite dans la représentation réserve un destin aussi beau que tragique au personnage. Et dans May December, ce propos est redigéré, avec plus de recul et de maturité, pour prendre le contre-pied du côté très premier degré et très fatal de Black Swan, et donc plutôt pour commenter la carrière de l'actrice. Parce que, sans trop en révéler, dans May December, son personnage recherche aussi très minutieusement la perfection. Mais on finit par se rendre compte que cette recherche est totalement vaine, artificielle et même assez ridicule. Nina Sayers, dans le film de Darren Aronofsky, elle atteint effectivement un sommet. Elle accomplit un chef-d'œuvre. Alors que Elizabeth Berry, dans le film de Todd Haynes, elle n'arrive à tirer absolument aucune substance ni rien de signifiant de cette recherche de perfection. Tout à coup, la perfection, ça devient un idéal prétentieux et absurde qui empêche de créer quelque chose de vrai et de sincère. Ce qui est vraiment l'inverse de ce qui est dit dans Black Swan. Autant dans l'absolu, les deux films n'ont rien à voir l'un avec l'autre et leurs réalisateurs ne se ressemblent pas du tout, autant je les trouve passionnants à mettre en parallèle à travers Natalie Portman. Parce que pour elle, et au sein de sa carrière, en fait ces deux films ont tout à voir justement. Dans Black Swan, Nina est la jeune fille à peine adulte qui va prendre la place de la vieillissante Beth McIntyre, interprétée intentionnellement par Winona Ryder, dont la carrière avait beaucoup décliné, chassée des écrans par de nouvelles femmes-enfants à la peau pâle, aux pommettes hautes et aux cheveux bruns, comme Natalie Portman. Dans May December, Portman a justement l'âge qu'avait Winona Ryder dans Black Swan, et c'est un peu comme si, dans sa carrière d'ancienne jeune actrice qui avait pris la place de ses aînés, elle devait désormais faire elle-même le bilan de ce à quoi sa carrière ressemble aujourd'hui. Eh bien, dans May December, elle le fait avec autodérision et un petit peu de cynisme, en portant sur son propre métier et surtout sur sa propre image d'actrice très ailée, un regard à la fois drôle et mordant. C'est ça d'être une jeune femme lisse respectant les standards de beauté classiques, c'est que au cinéma, finalement, il en faut peu pour que vous soyez interchangeable, remplaçable, tellement des petites brunes un peu fragiles, un peu mutines, il y en a des tonnes. Mais dans son jeu de doppelganger avec Julianne Moore, existe le drame déchirant et passionné à la Black Swan,
plus proche peut-être des sentiments et des goûts d'une jeune fille, et place au regard plus mûr, plus critique, mais aussi plus libre d'une femme qui a parcouru du chemin. Si Black Swan était le pinacle de la carrière de Portman, May December est, aujourd'hui, un pied de nez à ce parcours immaculé à l'hollywoodienne, une bascule osée dans l'âge auquel les comédiennes disparaissent habituellement des écrans. Est-ce que Nathalie Portman réussira à passer ce cap, malgré les règles aussi dures que sexistes dans l'industrie ? Moi, j'espère bien qu'elle y arrivera haut la main. En tout cas, comme on l'a vu, elle a vraiment tout su mettre en place pour que ça fonctionne pour elle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle le fera avec un regard très conscient, si ce n'est un peu méta, non seulement de sa propre image, mais de ses propres limites et aussi de la lutte constante qu'est sa carrière, façonnée d'un côté par ses envies, mais de l'autre par le nombre d'épreuves et de dictates que lui renvoie son milieu et avec lesquels elle doit composer pour y survivre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la carrière de Nathalie Portman. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est vraiment une vidéo qui, je pense, fonctionne bien en diptyque avec celle de Winona Ryder, donc n'hésitez pas à la regarder aussi. Si ce genre de travail vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi écouter notre podcast, La Ruée d'écran large, sur lequel on traite énormément de sujets, la carrière de Margot Robbie, Ryan Gosling ou les films catastrophes. Et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à notre site sur lequel on réserve énormément de contenu très intéressant pour nous abonner. Voilà, c'est tout, merci beaucoup, je vous dis à très vite et gros bisous.